Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Sacasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Dragon Rouge, une agence de design et d'innovation globale indépendante. Vous êtes vous-même expert en stratégie de marque. Mathieu, c'est vrai que ça fait quand même, je dirais, 18 mois, 1 an que je parle régulièrement de design dans cette émission. J'ai le sentiment qu'il y a une sorte de nouvel âge d'or du design, enfin qu'en tout cas on s'y intéresse de plus en plus à nouveau. D'après vous, de quoi ça vient? Et peut-être qu'il faut aussi qu'on redéfinisse ensemble ce que c'est que le design exactement. Je pense qu'on s'intéresse beaucoup au design parce que le design est très en amont, en fait, des produits, des services, des réflexions sur les choses. Par rapport peut-être à la pensée ingénieure, il est beaucoup plus facile d'accès. Et le design, si je devais le résumer à ma manière, c'est la capacité à donner du sens aux choses et surtout à travailler les comportements et les usages. Et dans notre époque où il y a de pluralité d'usages, s'intéresser de manière très près à la manière dont les gens utilisent les choses, ça permet justement de valoriser le savoir-faire du designer. Mais jusque-là, le design était souvent relégué à son côté esthétique. Or, je comprends bien que c'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est une philosophie, c'est une pensée qui va s'atteler à donner du sens à la fonctionnalité des choses, à la manière dont on va appréhender les choses. Donc c'est très complexe d'accès parce que c'est très conceptuel de prime abord, mais d'une certaine manière, nous, la manière dont on l'utilise, c'est donner du sens avec des mots, des images, des formes, des expériences, et tout ça, c'est du design. Et le design en ce sens-là, est-ce que chacune des marques peut se l'approprier, en avoir une utilité quelconque, peu importe le type de produit qu'elle vend? Alors, en effet, nous, avec le design, on est très en amont des sujets des entreprises et on va travailler les fondamentaux de la marque, de l'entreprise. On va fixer des choses qui vont être très pérennes dans le temps, qui vont s'étendre sur peut-être 10 ans et qui vont ensuite inspirer tout le fonctionnement de l'entreprise. Parce que quelquefois, même le design a un impact, la réflexion de design sur la marque a un impact sur tout le fonctionnement de l'entreprise. Et ensuite, ces fondamentaux, ils permettent à l'entreprise, à la marque en question, de travailler ses produits, ses services, sa communication, sa publicité, même sa R&D. Et cette capacité à être en amont, elle nous donne une grande responsabilité, parce qu'en fait, on donne souvent un cap à plein d'organisations. Et à l'époque, on parlait justement du lien, pourquoi le design aujourd'hui prend plus de place. C'est parce que c'est une époque qui se cherche, qui a besoin de se réinscrire dans des nouveaux récits par rapport aux défis environnementaux et sociétaux que l'on a. Et donc, le design apparaît comme peut-être le sauveur ou les compétences les plus utiles pour aider à se repenser. Quand vous dites ça peut changer le mode de fonctionnement d'une entreprise, est-ce que vous auriez un exemple à partager? Bien sûr. Donc, par exemple, si je peux vous donner un exemple d'une entreprise qu'on a travaillé, par exemple avec le groupe Bouygues, on a travaillé sur cette plateforme de marque qui est Donnons vie au progrès. Donc en fait, ça a permis à l'entreprise d'avoir un cap autour de cette notion et cette sémantique de progrès. Et donc, in fine, tout chantier, même l'évaluation d'un collaborateur, tout choix stratégique sur une acquisition ou sur une réorganisation va se faire au prisme de la plateforme de marque. Est-ce que l'on donne vie au progrès? Ça, c'est un exemple pour par exemple, le groupe Bouygues en France. Par exemple, quand on travaille avec Media One, qui est dans le même univers, on va dire, que Wood, là, on était sur cette idée de moving creativity, cette idée de à la fois la mise en mouvement, mais aussi émouvoir, le sens anglo-saxon du terme. Et donc, pareil, ça donne un cap, un fil rouge, une ombrelle à toutes les entreprises, au Kering avec Empowering Imagination, cette capacité à l'entreprise Kering de valoriser les marques et les acteurs qui sont en dessous d'elle, mais tout en étant une sorte de ombrelle facilitatrice pour les maisons qui l'entourent. Vous parlez beaucoup de cap, donc derrière le mot cap, j'entends stratégie. Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte vous, en tant qu'agence, qui impulsez la stratégie des marques? Alors on n'a pas cette prétention, on n'impulse pas la stratégie. Nous, on fait de la maïeutique d'une certaine manière. Il y a souvent une stratégie qui est pensée par un COMEX, par une direction, il y a une vision, mais qui est souvent très business. Et c'est normal parce que c'est la finalité finalement d'une entreprise de générer de la profitabilité pour lui permettre son fonctionnement. Donc nous, on écoute ces enjeux business et on va trouver le récit, le véhicule graphique et design
pour que les gens soient plus intéressés à l'histoire que finalement à un tableau Excel qui garantit une suite d'années de croissance. Et donc nous, on donne du sens à la stratégie business avec des mots, des images et du design. C'est important aussi pour la marque employeur. Là, on va sortir de la marque produit, mais s'intéresser 2 secondes à la marque employeur, parce que quand on parle de donner du sens, c'est important aussi pour les collaborateurs aujourd'hui. Alors, la marque employeur, c'est souvent la conséquence directe d'un travail de rebranding ou de repositionnement d'une marque par le design. C'est souvent le premier sujet qu'on aborde par la suite. Alors aujourd'hui, il est critique parce que il y a une vraie guerre des talents. Les métiers se sont transformés énormément. Les écoles n'ont pas forcément produit le nombre de talents aussi rapidement que les transformations de la société ont eu lieu. Et donc, nous, on se retrouve face à des entreprises qui disent j'ai des pénuries en IT, j'ai des pénuries en personnes qui savent gérer le RSE. Comment je fais ? Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait une cohérence absolue entre la stratégie de marque et le discours de la marque employeur. Et que dans tout le parcours du talent, à la fois les nouveaux talents, dans son onboarding, la manière de les chasser, même une job description, une offre d'emploi, tout ça soit imprégné de la stratégie de marque. Et dans l'expérience des collaborateurs, pareil, qu'on aille jusqu'au bout de notre promesse. Et que même les matériaux des bureaux, le discours, le questionnaire de l'entretien annuel, tout ça soit imprégné de la stratégie de marque. Ça veut dire que vous touchez aussi à la culture d'entreprise, parce que ça doit infuser à tous les niveaux, c'est ça en fait ? Exactement. Souvent, pour résumer ce qu'est une marque, pareil comme le design, j'ai tendance à dire qu'une marque raconte quelque chose des gens qui l'utilisent et la consomment. Et en fait, c'est exactement un peu la définition d'une culture dans l'entreprise. Le travail sur la marque va fortement influencer la manière dont on va vivre et penser l'entreprise. Et une marque employeur, en fait, elle raconte quelque chose des gens qui y vivent. On est de plus en plus fiers de dire où l'on travaille. Et quelquefois, d'ailleurs, on n'en est pas fiers et donc on ne le dit pas. Ouais. Mais quand on en est fier, on l'arbore et les gens postent du contenu sur leurs réseaux sociaux perso qui sont souvent liés à leur activité pro. S'ils rentrent chez Google et qu'ils ont un super open space avec plein d'activités, ils vont le valoriser sur leur Instagram ou sur leur TikTok. Donc c'est en ça que la marque employeur est hyper importante parce qu'elle transcende, elle dépasse les murs de l'entreprise. Ça veut dire que si vous faites bien votre job, on fait appel à vous une seule fois et puis après, c'est terminé, puisque la culture d'entreprise et la marque employeur, c'est censé être quelque chose de permanent. Alors, idéalement, oui. Quand on a bien fait notre travail, il y a des fondamentaux que l'entreprise peut utiliser et nourrir. Et nous, on veut que justement l'entreprise puisse faire vivre un peu de manière autonome sa marque. Néanmoins, c'est quand même souvent un accompagnement sur le temps long. Et les plus belles transformations qu'on a faites, et là, si je parle par exemple d'une marque de grande conso, on travaille pour Philadelphia, qui est une marque mondiale dans les tartinables. On pourrait se dire sur le papier, voilà, il faut juste faire un beau packaging et puis c'est bon. C'est pas du tout le cas. C'est des itérations continues pour faire évoluer la marque sans dégrader son business, parce qu'en grande conso, on change un petit signe et quelquefois le conso est perdu si vous ne retrouvez pas dans le linéaire la marque que vous avez en tête depuis des mois et des mois. Et c'est des itérations quasiment invisibles pour le conso, mais qui changent en profondeur la marque. Et sur 5 ans, quelquefois, les gens ne vont pas se rendre compte de tout ce qui a changé, alors qu'en fait, tout a changé dans la culture, la manière d'appréhender les produits, les recettes, l'expression de la marque pour valoriser ses recettes. Tout ça se fait un peu dans l'ombre. Donc souvent, nous, on travaille en continu, mais on est un peu des agents invisibles. En effet, on ne va pas fanfaronner d'une réussite. Et souvent, on dit aux clients que le réel travail commence quand on a terminé l'identité. On a créé les fondamentaux identitaires, mais c'est là que tout commence. Et c'est là souvent qu'il faut ressortir du budget, avoir des équipes solides pour délivrer. Et là, il y a un vrai chantier qui démarre. Vous parliez en début d'émission de changements et des changements auxquels les marques sont confrontées, et notamment sur les enjeux de transition écologique. Est-ce que le design peut jouer un rôle là-dedans ? Alors, énormément. En fait, il y a plein d'études. On a mis beaucoup de temps à savoir ce que l'on pouvait apporter sans être dans le bullshit. C'était vraiment pas du tout la volonté de l'agence. Donc, on est resté assez silencieux. Et puis, il y a quelques données. Il y a des études, notamment élaborées en septembre 2020, qui disent que 8 Français sur 10 ont vu que les entreprises étaient capables de gérer des grands sujets sociétaux, notamment pendant le Covid. 2 sur 3 ont confiance en elles pour changer les choses. Et malgré tout ce que l'on dit, il n'y a pas forcément une défiance vis-à-vis des entreprises et des marques. Et sûrement que c'est ces acteurs-là qui vont pouvoir faire changer les choses. Et nous, dans notre métier, en fait,
si on prend un peu de recul, on a un pouvoir énorme. Parce qu'en fait, on façonne les codes de l'époque. On crée les imaginaires de l'époque avec des mots et des images que l'on va utiliser au quotidien. La manière même dont vous représentez, par exemple, quelqu'un qui conduit une voiture pour une publicité de voiture peut changer énormément de choses. Je vous donne un exemple. Si on montre un homme seul dans une voiture qui a 35 ans, dans la tête des gens, ça veut dire que, OK, pour être cool, il faut être seul dans sa voiture à 35 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment repenser. Il faut reconstruire les imaginaires pour adresser les enjeux écologiques et sociaux et sociétaux. Et donc, nous, on a pris conscience de ce pouvoir. Et notre travail, c'est de connecter des entreprises qui sont un peu désemparées face à ces enjeux parce qu'elles ne peuvent pas tuer leur activité d'un coup. Des startups ou des plus petites entreprises qui n'ont pas les ressources pour penser ces transformations de fond. Et des consos qui, eux, sont en attente parce que il y a plusieurs typologies évidemment d'attente, mais des consos qui en majorité quand même sont en attente de transformation sans vraiment savoir lesquelles. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les deux. On connecte les deux et on aide les entreprises à changer la manière dont ils projettent l'imaginaire collectif avec leurs produits, leurs services. Et sur le temps long, on espère humblement avoir contribué à changer la manière dont on perçoit des notions telles que la sobriété, telles que la réussite, telles que la frugalité, tout ça. C'est un travail sur l'imaginaire, mais toujours au service de la performance de l'entreprise. Ça doit être créateur de valeur, in fine, quand même. Alors, complètement. Et c'est notre objectif à la fin. On va être jugé sur plein de choses, mais en effet, l'indicateur financier est clé. Néanmoins, la performance des entreprises ne s'apprécie plus seulement sur la performance financière. Bien sûr. Il y a des nouvelles notions qui commencent à être introduites, comme le dividende sociétal, qui peuvent apparaître comme quelque chose de farfelu aujourd'hui, mais qui, je pense, vont prendre beaucoup d'ampleur. Si les entreprises, de toute façon, qui ne se transforment pas, vont, selon moi, disparaître d'ici 5 à 10 ans. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que je l'ai décidé. C'est parce qu'au niveau européen, en ce moment, il y a des dizaines et des dizaines de lois qui sont en train d'être façonnées et qui vont contraindre énormément les entreprises quant à la réflexion sur leur impact, sur toute leur chaîne de valeur, comment elles vont justement bien gérer leurs parties prenantes. Et si elles n'ont pas commencé maintenant à travailler sur ça, quand ça va arriver, elles vont être en retard. Ceux qui se seront nativement constitués sur ces lois-là vont prendre des avances concurrentielles énormes. Et là, il risque d'avoir un changement d'échiquier, dans l'échiquier des entreprises. Et donc nous, on les alerte sans non plus les faire céder à la panique, mais on dit attention, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une accélération des transformations contraintes par le cadre légal européen, mais aussi par des consos qui sont très demandeurs. Et par rapport à ces deux variables, là, il faut que vous fassiez quelque chose. Et donc, il ne faut pas justement faire que de la cosmétique. Il faut peut-être sortir de l'obsession de la performance financière. Et sur le temps long, votre marque, qui est un actif très puissant dans le bilan d'une entreprise, va lui en ressortir grandi et valoriser votre entreprise in fine. Je crois que vous êtes présent dans 8 pays, il me semble. Bientôt 9. Bientôt 9. Ah, c'est quoi le prochain ? On développe pas mal la zone ibérique, donc on a déjà quelqu'un sur place. Et en effet, on est dans 8 pays et on essaye de couvrir le monde avec notre marque indépendante. Ouais. Et justement, vous avez les mêmes enjeux partout aujourd'hui, dans ces 8 pays, bientôt 9, ou est-ce que finalement ces enjeux sont très européens, comme vous venez de le dire ? Alors, chaque pays a vraiment des enjeux différents. Et je n'ai même pas envie de parler de pays, mais de zones géographiques. Chaque zone géographique a des enjeux différents. Il y a des grandes constantes. On fait des études conso, on rencontre des consos, on discute avec des consos quelquefois sur WhatsApp, même nous, pour avoir, on va dire, une alimentation de stimuli et d'insights. À l'échelle du monde, il y a aujourd'hui des réflexions sur le partage de la valeur au global, sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité des chances, sur la finitude de nos ressources de la planète. Ça, c'est partout. Néanmoins, l'intensité de ces notions dans les problèmes des entreprises est très différente selon les pays. L'Europe est en effet très en avance. Et on peut être fier de ça. Il y a en Europe une prise de conscience beaucoup plus partagée, généralisée, qui pousse les entreprises à réfléchir plus longuement là-dessus. Dans la partie plutôt US-Amérique, là, il y a cette prise de conscience, mais qui est fortement liée au business. Et c'est historiquement ce qui permet d'ailleurs souvent aux États-Unis d'aller assez vite dans leur transformation.
En Amérique latine, c'est mitigé. Parce qu'évidemment, il y a un goût du consumérisme et finalement d'une idée peut-être qui peut nous apparaître, nous, Européens, un peu dépassé des choses, mais par contre, qui est quand même quand ils changent les choses, ils vont très vite. Et en fait, ils ont sauté des étapes que nous, on a mis du temps à digérer. Ouais. Et en Asie, et dans ces pays-là, la population est très jeune. Donc, elle est très demandeuse de choses, mais il y a beaucoup d'injonctions paradoxales entre des velléités très individuelles, de liberté individuelle, d'épanouissement, de richesse, de plaisir. Et en même temps, ils constatent, eux, beaucoup plus fortement que nous, quelquefois dans certains pays, les conséquences d'un consumérisme exacerbé. Comment vous faites, vous, en tant qu'agence française indépendante, pour vous imposer dans des zones géographiques aussi grandes et aussi différentes? Il y a un savoir-faire français sur le design qui s'exporte bien aujourd'hui? Complètement. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'a jamais racheté de société en local. On a toujours construit avec des entrepreneurs locaux. Donc c'est plus long, mais au moins, c'est des gens qui connaissent les zones dans lesquelles ils s'implantent. Et nous, on les aide, on transmet nos méthodologies, nos savoir-faire, notre philosophie design. Ensuite, en effet, il y a quelque chose dans l'école graphique française et même dans les sciences humaines françaises qui est très singulier et qui font que les agences, il y a une vraie French touch. Dans le top 5 mondial même de la publicité, il y a quand même 2 groupes français. Ouais. C'est Publicis. Exactement. Et donc nous, quand on arrive sur des marchés, oui, il y a une patte, il y a une manière d'appréhender les sujets, une capacité à prendre en compte des enjeux sociologiques, philosophiques. Ça, c'est vraiment l'école française. Et dans l'école graphique, il y a une expressivité qui est un peu comme dans la French Touch, dans l'électro, dans le design, c'est un peu pareil. Et donc nous, ce qu'on croit, en tout cas, on espère que demain, ce soit quelque chose qui remonte un peu plus haut, même au niveau de l'État, qu'on en fasse une vraie filière d'export. Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment pas du tout utilisé au niveau de la France aujourd'hui, c'est de créer une filière forte autour du design français, de commencer à le valoriser, d'investir là-dessus pour l'exporter et en faire quelque chose de très singulier pour notre pays. Vous avez une signature qui est We Create Momentum. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est derrière le momentum, c'est au sens anglo-saxon du terme, c'est qu'on met en mouvement on explique qu'on met en mouvement les marques. Mm-hmm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si une marque qui ne bouge pas va inéluctablement perdre des parts de marché, voire peut-être disparaître. Ouais. Et donc nous, notre capable, c'est de la mettre en mouvement en l'alertant sur des changements de paradigme, sur des innovations des concurrents et en travaillant en continu sur la valorisation de celle-ci. Vous parlez d'industrie créative, vous êtes au cœur de ces industries créatives. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et de métavers et de technologie. Comment est-ce que vous regardez ce rapport entre la technologie et les créatifs? Est-ce que l'un est au détriment de l'autre ou est-ce que les deux sont finalement complémentaires? Alors, c'est un super sujet. C'est un sujet qui m'a fait cogiter pendant mes vacances de Noël, pas mal. Ça allait très vite. Oui, ça allait très très vite. Ce qui s'est passé, c'est que, en tout cas, nous, ce qui nous a alertés, c'est Google qui lance un code red qui est chez Google. En gros, quand Google lance un code red, c'est qu'ils ont identifié quelque chose qui peut les faire disparaître. Ouais. Et qui était lié à OpenAI. Donc, on s'intéresse à OpenAI. Qui est derrière ChatGPT, entre autres. Qui détient, qui a créé ChatGPT et DALL-E. Et DALL-E, tout à fait, ouais. Et donc, il y a eu d'ailleurs des campagnes de pub créées par DALL-E. Ouais. Tout le monde c'est un nouveau jouet pour beaucoup de gens. Donc, avant de se dire, OK, il faut à tout prix qu'on utilise ChatGPT, on a regardé. On a dit, OK, comment ça fonctionne? Et passé l'engouement de la nouveauté, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que l'on pense, c'est que l'IA ne va pas détruire nos métiers. Par contre, elle va fortement mettre en retrait ceux qui ne l'utilisent pas. Déjà, ça, c'est un premier constat qu'on a posé. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra faire avec ou pas du tout, quoi. Voilà. Mmh. Quand on fait avec, qu'est-ce qu'on fait? On accélère des tâches qui avant étaient faites peut-être de manière manuelle, donc par exemple des benchmarks, de la pige visuelle, de la génération d'idées, de concepts, qui avant pouvaient peut-être bloquer du temps d'une personne, pourront être accélérés par l'IA qui, avec le machine learning, va considérablement s'améliorer. Oui. Donc on va accélérer. Et puis on va amplifier nos pouvoirs de création. Je vous donne un exemple. Si vous lancez un prompt qui est un ordre à l'IA pour l'aider à travailler sur quelque chose, sur par exemple
ce que pourrait être, imaginons qu'on dit à l'IA de prendre ce plateau, de nous générer tous les deux comme des astronautes. Elle va nous sortir 200 visuels, on va la reconfigurer, elle va nous en sortir peut-être 100, et puis on va lui en dire fais-moi-en 400 où tu nous fais des coupes de cheveux incroyables, et ça, elle va nous le faire en peut-être 20 minutes. Donc l'amplification du pouvoir du créatif est énorme. Alors que avant de faire ça, il devait passer beaucoup de temps sur Photoshop, le créatif, pour y arriver. J'imagine des heures. Il peut y arriver rapidement. Ouais. Après, il y a un vrai débat sur est-ce que l'IA génère des choses mieux que l'humain, ou en tout cas plus nouvelles que ce que le cerveau humain pourrait faire ou pas. La réalité, c'est que même l'humain ne crée pas des choses qui viennent d'une illumination. C'est une juxtaposition de stimuli qui ont maturé dans son cerveau et qui font qu'il sort quelque chose. Oui, tout à fait. L'IA, c'est un peu pareil. Par contre, coupler les deux, ça peut être intéressant. Et l'IA, là, elle est, on va dire, au stade 0 de ce qu'elle peut faire. On est très content de ce qu'elle sort, mais... On est au balbutiement, voilà. On va dire. Pensez à quand il y avait encore Lycos, Altavia pour les moteurs de recherche, quand Google est arrivé. Et le Google d'il y a 10 ans et le Google aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et on s'en est pas rendu compte. Et ben, ça va être pareil pour l'IA. Et vous l'utilisez, vous, alors ? Oui. Après ces tests ? On l'utilise, on commence. On a créé un groupe de travail là-dessus. Ça nous aide beaucoup sur la partie sémantique, sur les identités verbales, pour pouvoir, certes, aller plus vite, mais aussi peut-être aller sur des choses dont on n'a pas pensé. Par contre, on ne livrera jamais quelque chose qui sort de l'IA. C'est toujours vraiment raffiné, retravaillé après par le créatif ou le stratégiste dans l'agence. Et sur la partie visuelle, alors nous, on est sur un niveau, on va dire, de qualité tel que pour l'instant, l'IA ne nous apporte pas grand-chose, si ce n'est peut-être ouvrir nos chakras. Ça va nous apporter des choses sur la réalisation de chartes graphiques, sur des tâches très techniques, notamment au niveau aussi de la production, où là, avec le temps, on sent qu'on va pouvoir l'utiliser dans nos process, mais c'est encore les balbutiements. On est dans un contexte 2023 pour le moins compliqué, avec évidemment toujours des incertitudes et donc une espèce d'impermanence et de difficulté à se projeter, notamment du côté des annonceurs. Comment est-ce que vous allez faire pour rester pertinent en tant que communicant et designer en 2023 ? Je pense que ce qu'on disait au début, il faut vraiment revenir sur nos fondamentaux de designer et pas essayer de se diversifier à tout va sur peut-être des métiers dont on n'a pas l'expertise. Et on sent que sur notre métier de designer, là, on apporte une vraie plus-value aux marques dans ce contexte de transition. Ensuite, on se doit d'être, en tout cas c'est notre point de vue, très conscient de notre pouvoir et responsabilité quant à ce que l'on crée, compte tenu des transformations qu'il y a. Dans un contexte d'inflation, dans un contexte de crise plurielle, même géopolitique, économique, sociale, en fait, tout ce qu'on va créer pour les marques, on doit faire attention avec ça. On doit être attentionné dans la manière dont on va travailler les positionnements des produits et leur expression. Parce qu'il y a quand même autour de nous des gens qui se questionnent, qui souffrent quelquefois. Et nous, on est en contact direct avec eux, soit par les services que proposent les entreprises, soit par les produits qu'elles vont mettre dans les linéaires que vous allez consommer quand vous faites vos courses. Une dernière question, un tout petit peu plus personnelle. Vous avez pris la tête de l'agence il y a 4 mois. Vous êtes très jeune, on va dire votre âge. Vous avez bientôt 34 ans. L'agence, elle existe depuis 1984. Il y a 120 personnes, je crois, à bord. Comment on manage dans ces cas-là ? Alors déjà, je ne suis pas tout seul. On est un groupe. Moi, j'ai surtout, on va dire, travaillé à ce que le siège de Dragon Rouge et la partie française puissent redonner une impulsion à ce groupe. Mais déjà, on est plusieurs à travailler sur cette entreprise. Et comment on réussit ? Qu'il y a des fois, on se plante. Donc, ce qu'il faut, en tout cas, ce qu'on essaye, c'est d'être le plus authentique possible dans ses convictions et ses décisions. Donc, c'est presque un travail de psychanalyse, mais par le milieu du travail. Et puis, essayer d'être le plus cohérent possible aussi dans ses convictions et ses décisions, parce que dès qu'on a une vision, on va dire, à 4-5 ans, et qu'on ne sort pas de ce cap-là, un pas après l'autre, on arrive à faire les choses. Et puis, d'un point de vue managérial avec les gens, je pense que
Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça ne marche pas. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Je pense que c'est un des premiers enseignements qu'apprend tout dirigeant. Mais l'important, c'est de les faire pour le paradigme que l'on s'est donné et d'essayer d'être le plus juste aussi avec ses décisions. Merci beaucoup Mathieu Saccas. Je rappelle que vous êtes le CEO de Dragon Rouge.